Nous avons besoin de ces lois pour aider l'Ukraine et nos alliés. Nos alliés vont aussi payer une partie du prix, mais nous devons jouer notre rôle de meneur dans cette alliance. Le coût pour aider l'Ukraine n'est pas minime, mais le coût sera encore plus grand pour nous si nous ne les aidons pas. Nous devons soutenir le peuple ukrainien quand ils défendent leur pays, ou nous devrons être témoins de l'agression continue de la Russie en Ukraine. Chaque jour, les Ukrainiens paient le prix ultime dans ce combat. Et nous devons donc continuer à leur fournir des financements, des munitions, des armes, et les sacrifices américains à cet égard ont un sens. Il est critique que ce financement soit approuvé, qu'il soit approuvé le plus vite possible, bien avant que la Russie ait lancé cette invasion. J'ai dit clairement comment les États-Unis répondraient à cette agression. J'ai dit qu'ils envahiraient et ils l'ont fait. Nous avons dit que nous n'enverrons pas de troupes pour combattre les troupes russes en Ukraine, mais que nous fournirions une aide militaire robuste et que nous unifierions le monde libre derrière l'Ukraine. Nous avons imposé des sanctions dures sur la Russie et nous avons détruit ce mythe. Et pourtant, la Russie persiste dans son erreur. Nous avons déployé des forces supplémentaires pour défendre les territoires de l'OTAN, particulièrement à la frontière russe et biélorusse. C'est exactement ce que nous avons déclaré que nous ferions et nous l'avons fait. Mais en dépit de la rhétorique alarmante qui vient du Kremlin, nous n'attaquons pas la Russie. Nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Et dans le même temps où Poutine lançait son agression, il a toujours la porte ouverte pour mettre fin à cette guerre. Il n'y a aucun doute que la Russie est l'agresseur et le monde doit tenir la Russie pour responsable de ses actes. Le coût humain de cette guerre est immense. Nous avons vu des preuves horrifiantes de leurs atrocités, de leurs crimes de guerre dans les zones que les Russes contrôlaient. Et tant que l'assaut russe continuera, nous continuerons à fournir des systèmes militaires aux Ukrainiens. Vous savez, ce week-end, nous avons une réunion pour célébrer la presse. Et pensez au courage de la presse américaine, de ces journalistes qui se rendent dans ces zones de guerre pour nous donner chaque jour des informations. J'ai toujours un profond respect pour la presse, mais j'ai d'autant plus de respect quand je les vois dans ces zones de guerre où ils risquent leur propre vie pour s'assurer que le monde connaisse la vérité. Imaginez, si nous n'avions pas ces informations, ce serait un monde différent. Le contexte serait différent. Au cours des 2 derniers mois, la Russie a lancé cette attaque brutale et nous avons fourni énormément d'armes à l'Ukraine à une vitesse record. Grâce à cette aide, nous avons obligé les Russes à battre en retraite de leur siège de la ville de Kiev. Nous avons envoyé des milliers de missiles anti-chars, anti-hélicoptères, nous avons envoyé des systèmes radars, des armes légères, des explosifs, des dizaines de milliers de munitions. Et l'Amérique a envoyé 10 fois plus d'équipements anti-chars que les Russes n'ont déployé de chars. Nous avons fourni des renseignements aux Ukrainiens pour les aider à combattre les Russes et nous continuons à coordonner la fourniture d'équipements de nos partenaires partout dans le monde, y compris du matériel lourd comme des chars. Tout ceci s'est fait à une vitesse éclair et nous avons fourni de l'équipement moderne à l'Ukraine, de l'équipement qui peut être utilisé directement sur le champ de bataille. Mais nous avons quasiment épuisé les fonds dits discrétionnaires pour aider l'Ukraine. Nous sommes donc à court de budget et c'est pourquoi aujourd'hui, pour continuer à soutenir l'Ukraine dans son combat, j'envoie une requête supplémentaire de budget devant le Congrès pour que nous puissions continuer à fournir des armes et des munitions aux courageux combattants ukrainiens et que nous puissions continuer notre aide économique et humanitaire au peuple ukrainien. Ces fonds supplémentaires aident les forces armées ukrainiennes dans cette période charnière et ça leur permet de faire la transition vers des systèmes de sécurité à plus long terme pour que la dissuasion et la défense de l'Ukraine contre l'agression russe puissent continuer. Il s'agit de systèmes anti-chars, de systèmes anti-hélicoptères, et ce sont des équipements qui ont été utilisés avec une grande efficacité par les combattants ukrainiens. Il s'agit aussi d'aide humanitaire, des médicaments, de l'eau, des aliments, tout ce qui permet aux Ukrainiens de continuer la guerre et tout ce qui permet aux réfugiés ukrainiens dans d'autres pays de survivre. Il s'agit aussi d'ouvrir des hôpitaux. Il va aussi s'agir dans ce budget d'aider le gouvernement ukrainien à payer ce qu'il doit. L'Ukraine a été l'un des plus grands pays agricoles au monde. 10% de tout le blé exporté partout dans le monde. Poutine
a mis des sanctions en place, en réponse aux nôtres, pour empêcher la nourriture. Ce qu'il dit, c'est que c'est les sanctions qui empêchent la nourriture d'arriver sur le marché, mais c'est faux. En réalité, c'est l'action militaire de la Russie qui a empêché ce blé d'arriver sur le marché international et qui fait monter le prix des matières premières. C'est la guerre russe en Ukraine qui cause ces problèmes et il nous faut débloquer des fonds pour soutenir l'agriculture ukrainienne et c'est bon pour l'Amérique, pour l'économie américaine et pour le monde. Cette requête de budget supplémentaire nous permettra d'augmenter notre production de matériaux critiques comme le nickel et le lithium. Et cette guerre de Poutine en Ukraine a aussi eu un impact sur la production de ces ressources qui sont cruciales, par exemple, pour produire des automobiles. Et j'espère que le Congrès débloquera ces fonds. Je pense qu'ils le feront. Je veux remercier les membres du Congrès, à la fois les démocrates et les républicains, pour le soutien dont ils ont fait preuve envers l'Ukraine. Et la semaine prochaine, je serai en Alabama, en visite dans l'usine de Lockheed Martin qui produit les missiles anti-chars et je remercierai les travailleurs américains qui produisent ces armes qui permettent aux Ukrainiens aujourd'hui de se défendre. Ils ont joué un rôle clé dans cette guerre stratégique contre la Russie en Ukraine et je veux qu'ils le sachent. Ce financement supplémentaire inclura également un ensemble de mesures pour imposer plus de sanctions contre les oligarques russes et leur argent sale. Nous allons saisir leurs biens, leurs yachts de luxe, leurs propriétés foncières, leur argent sale. La Russie est une kleptocratie. Et ces gens agissent de manière extrêmement immorale. Nous allons prendre des mesures pour saisir leurs actifs. Nous allons créer des procédures expéditives pour pouvoir saisir ces actifs, pour que nous nous assurions aussi que lorsque les actifs des oligarques saisis sont revendus, cet argent servira à reconstruire l'Ukraine. La Russie a aussi menacé deux de nos alliés, les a menacés de mettre fin à leur approvisionnement énergétique. L'Amérique est le premier producteur d'énergie fossile au monde. Mais certains pays européens ont fait face à des défis lorsqu'il s'agit de se libérer de l'emprise des carburants d'origine russe. Nous devons fournir de l'énergie au monde et ces actions prouvent que l'énergie n'est pas juste un bien que la Russie vend, mais c'est une arme stratégique qu'elle emploie contre ceux qui s'opposent à ces actes d'agression. Nous ne laisserons pas les Russes intimider ou faire du chantage à nos alliés. Nous ne leur permettrons pas d'utiliser leurs ressources naturelles pour menacer des nations alliées. Nous travaillons avec le Japon, la Corée et d'autres pays pour soutenir nos alliés européens qui sont menacés par les Russes, qui font l'objet de ce chantage aux ressources énergétiques. L'agression russe ne l'emportera pas, les menaces russes ne l'emporteront pas. Nous voulons simplement, il s'agit simplement d'un rappel pour le monde et pour les Européens. Nous devons accomplir la transition énergétique. L'année dernière, nous avons créé plus de centrales solaires que dans toutes les années auparavant. Nous nous appuyons de plus en plus sur nos centrales nucléaires qui fournissent plus de la moitié de notre énergie décarbonée. Et ce n'est qu'un début. C'est un problème, mais c'est aussi une occasion exceptionnelle pour nous. Toutes ces actions que nous entreprenons, en conclusion, sont en vérité pour la sécurité ukrainienne, mais c'est un petit prix à payer pour réduire le risque de conflit à venir en punissant cette agression. Et à l'avenir, il y aura plus de chaos si nous n'empêchons pas les dictateurs d'agir de manière agressive et injuste. Les menaces contre l'Amérique et nos alliés de par le monde continuent à augmenter. Nous devons être unis, nous devons travailler main dans la main avec nos alliés, nos partenaires et notre soutien au peuple ukrainien a envoyé un message clair à Poutine. Vous ne dominerez jamais l'Ukraine. Enfin, nous continuerons à soutenir l'Ukraine dans tous les domaines critiques, mais nous devons aussi garder l'œil sur la pandémie et le front domestique sanitaire. Nous avons donc inclus un budget supplémentaire pour permettre aux Américains de continuer à se protéger contre la COVID-19. La raison pour laquelle nous avons été aussi efficaces dans le passé, c'est parce que nous avons réussi
à prévoir nos besoins en termes de médicaments et d'équipements. Sans financement supplémentaire, nous perdrons cet avantage contre les nouveaux variants de la maladie. Nous commençons à épuiser nos stocks de médicaments dont nous avons un besoin critique. Nous ne pouvons plus acheter les traitements pour les Américains si nous ne débloquons pas des fonds. Nous avons fourni plus de médicaments et de vaccins au monde que tous les autres pays combinés. Sans financement supplémentaire, les États-Unis ne réussiront pas à endiguer la progression du virus, de la pandémie, partout dans le monde. Nous faisons aussi face à des problèmes d'approvisionnement à cause de la crise actuelle. Il ne faut plus parler, il faut agir, et il faut agir dès à présent. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'aimerais savoir quel est votre message aux réfugiés ukrainiens à la frontière sud-ouest, ceux qui essaient de fuir les violences. Nous avons créé une possibilité pour eux de venir directement en Europe et aux États-Unis sans passer par la frontière sud. Et à la frontière sud, nous faisons en sorte que le processus de transfert soit le plus ordonné possible. Mais pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'aller à la frontière sud. Vous pouvez venir directement en avion aux États-Unis sans visa. Comment réagissez-vous aux commentaires russes sur la manière dont les États-Unis gèrent cette crise, l'envoi d'armement, le soutien militaire? On parle d'une guerre par procuration. Quels sont vos commentaires par rapport à cela? Ces commentaires sont intéressants parce qu'ils montrent le désespoir de la Russie face à son échec militaire, son incapacité à accomplir ses objectifs, les objectifs qu'ils s'étaient fixés au début. C'est plus un signe de leur échec que un argumentaire véritable. Les Ukrainiens sont équipés et maintenant ils peuvent résister aux forces russes. Ils ne peuvent pas dire cela à leur peuple. Ce qu'ils doivent dire au peuple russe, c'est que tout l'OTAN est engagé aux côtés des Ukrainiens pour détruire l'armée russe. Donc c'est une excuse, c'est une manière pour eux d'excuser leur échec. Et s'ils sont sincères dans ces déclarations, nul ne devrait se permettre de parler de manière aussi irresponsable de l'emploi d'armements nucléaires, par exemple. Certains de vos amis démocrates mettent la pression sur la Maison-Blanche pour que vous continuiez dans cette démarche politique. Alors, je vais vous donner une réponse simple. Nous avons proposé d'éliminer la politique liée à l'article 42 jusqu'à la fin, à partir de la fin du mois de mai, mais c'est impossible légalement. Les États-Unis disent que ce n'est pas une guerre par procuration, mais les Russes disent que la guerre, c'est la guerre. Quelle est la nature du désaccord? Nous sommes prêts pour la guerre. Est-ce que la Bulgarie a suffisamment de gaz? La Pologne, comme vous le savez, a indiqué qu'ils avaient une grande réserve de gaz naturel. Ils ont prévu. Et la Bulgarie a des réserves, mais pas autant. Nous travaillons avec nos alliés, par exemple les Japonais, pour dire que nous pourrions dédier une part des transports qui se font normalement vers d'autres pays, vers la Pologne, vers la Bulgarie pour compenser. Il semble qu'une récession menace. Je n'ai pas peur d'une récession. Bien sûr, il y a toujours des risques qui pèsent sur l'économie, mais le PIB est en croissance de 1,4%. Au dernier trimestre, nous avons vu une augmentation significative des dépenses de consommation et de l'investissement. Et nous avons vu que le chômage est au plus bas. Des nouvelles entreprises sont créées dans des quantités records. Nous avons une opinion très différente des républicains sur l'état de l'économie. Ils veulent augmenter les impôts sur les classes moyennes et les petites entreprises. Donc nous avons un point de vue très différent à ce niveau-là. Ce que vous voyez, c'est une véritable force pour la croissance dans le pays. Le pays a
des fondamentaux économiques très forts, mais on a été impacté négativement par la conjoncture, par la pandémie. Certains prédisent une récession, mais ce n'est pas pour cette année, c'est peut-être pour 2023. C'est inquiétant et je surveille la situation, mais pour nos amis républicains, la vraie question, s'ils veulent aider l'économie, ils doivent nous aider à réduire le déficit. Ils doivent travailler avec nous main dans la main sur la réforme des impôts pour que tout un chacun paye ce qu'il doit. Et il ne devrait pas viser à augmenter les impôts des classes moyennes, mais de tout le monde. La classe moyenne paie déjà plus que sa part, je l'ai déjà dit. Il y a 15 grandes entreprises qui ont fait plus de 40 milliards de bénéfices et ils n'ont payé aucun impôt. Ceux qui gagnent moins de 400 000 $ par an ne verront pas leurs impôts augmenter sous mon administration. On a besoin que les deux côtés du Congrès américain travaillent main dans la main. Il y a un débat actuellement pour annuler la dette des étudiants américains. Écoutez, tout d'abord, la première chose que nous avons faite, ça a été de réformer le système qui était en place, qui ne fonctionnait pour personne, qui permettait à ceux qui étaient engagés dans le service public d'annuler ces dettes. On parle de 700 000 personnes dont la dette a été éliminée parce qu'ils travaillaient comme enseignants, par exemple. Nous allons faciliter ces mesures. Nous allons aussi essayer de réduire une partie de la dette. Il ne va pas s'agir de 50 000 $ par personne, mais nous nous intéressons à des solutions pour réduire la dette pour plusieurs étudiants endettés. Merci beaucoup. Voilà, fin de conférence de presse donc pour Joe Biden qui a terminé sur la politique intérieure, bien évidemment. On va revenir sur plusieurs choses, notamment ce qui est écrit en bas de votre écran, des paroles irresponsables. Quand Vladimir Poutine, on en parlait juste avant, emploie effectivement profère des menaces, notamment d'attaques nucléaires, de Troisième Guerre mondiale, de la part de son porte-parole, par exemple, il y a quelques jours. Pour Joe Biden, c'est irresponsable. Le président des États-Unis qui, malgré tout, maintient quand même, Didier François, le fait que le canal diplomatique est toujours ouvert et que Vladimir Poutine a encore des portes de sortie, si j'ose dire. Enfin, relions ce qui vient d'être dit avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire Gutiérrez, qui est présent d'abord à Moscou, puis en Ukraine. Donc la porte diplomatique est ouverte, que la Russie la saisisse. Donc il y a d'un côté, encore une fois, le bâton, c'est les Occidentaux, évidemment, avec la puissance de l'économie américaine, on voit à quel point, alors il y a aussi, mais ça, Catherine le dira bien mieux que moi, parce qu'elle connaît ça beaucoup mieux que moi, une part de politique intérieure, quand il parle de l'Alabama, Sweet Home, etc. Bon bref, mais il y a quand même donc toute la machine militaire américaine qui dit aux Russes, attention, avec nos alliés, mais évidemment nous en tête, parce qu'on a les moyens, on vous laissera pas gagner, donc qui reste la porte ouverte, et c'est ce que, là pour le coup, on est tous d'accord là-dessus, c'est dire, l'avantage de Gutiérrez, c'est que c'est quand même, revenons au multilatéralisme, puisque les Russes se plaignent qu'aujourd'hui, on a une alliance occidentale, parce que là aussi, évidemment, ils disent derrière l'Ukraine, mais enfin, on entend bien qu'ils disent derrière les États-Unis. Donc si on veut sortir de cette confrontation et de ce monde bipolaire qu'on voudrait nous réimposer, parce que c'est ça le rapport de force, eh ben revenons sur le multilatéral. Parce que le secrétaire général de l'ONU parle à toutes les nations. Il parle aussi aux 5... Il est directement en lien avec les 5 membres du Conseil de sécurité. Mais là, dans sa démarche, la Chine est d'accord. Donc, profitons-en. Il s'appuie aussi sur les résolutions de l'Assemblée générale. Donc, sur tous les pays qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité, mais qui ont condamné l'invasion et qui, aujourd'hui, aimeraient peut-être que les choses, justement, qu'on prenne en compte leurs demandes et leurs besoins. Et en même temps, si j'ose dire, là, je vais me tourner vers vous, Catherine, il traite Vladimir Poutine d'irresponsable. Il dit quand même, nous avons détruit son mythe. Enfin, je veux dire, il y va quand même, Joe Biden. Il est quand même assez définitif dans ce qu'il dit. Oui, enfin, en même temps, il a dit quelque chose de très important qui était les États-Unis n'attaquent pas la Russie, ils aident l'Ukraine. Oui. C'est-à-dire qu'il veut que les choses restent bien claires et qu'effectivement, il ne se considère toujours pas comme co-belligérant et qu'il fournit des armes pour la défense de l'Ukraine et pas pour attaquer la Russie. Ce qui est quand même important, notamment parce que justement, il y a eu plusieurs déclarations ces dernières heures, à la fois notamment évidemment chez les Ukrainiens, disant qu'il serait légitime d'attaquer en Russie puisque effectivement, ce sont les Russes qui nous attaquent. Là, il a quand même bien recadrer les choses, Joe Biden. J'ai failli l'appeler Vladimir Poutine. Petite inflexion quand même, parce qu'on a entendu quand même ces derniers jours, il faut affaiblir
au maximum la Russie. Oui, pour mais en même l'empêcher temps, de il a pouvoir été, ensuite- il a été Enfin, très strict sur ses objectifs. C'est-à-dire qu'il dit toujours ce qu'il avait dit au départ, il n'est pas question qu'on fasse la guerre à la Russie, mais on ne laissera pas la Russie non plus faire du chantage énergétique à nos alliés. On va intervenir pour essayer d'aider la Bulgarie et la Pologne. On va augmenter les budgets militaires d'une façon effectivement extraordinaire, puisqu'on parle là de milliards de dollars. Donc il est très ferme sur les prix et très ferme aussi sur le fait qu'il ne veut pas être considéré comme étant en guerre contre la Russie, à qui il a dit la porte est toujours ouverte quand même pour c'est ça. discuter. Quand même, Général Chevancy, sur les armes, effectivement, aide considérable. Alors, on nous dit, les dépêches, la Maison-Blanche transmet 33 milliards, dont 20 pour les armes, partagées avec les alliés, qui vont payer aussi, effectivement. Mais voilà, il voudrait faire accepter ça par le Congrès. Il n'a pas donné de chiffres, là, malgré tout, Joe Biden. Non, mais si on regarde ce que ça représente 50% du budget de la défense français dédié aux forces conventionnelles. Ça fait quand même une certaine somme. Maintenant, ça ne va pas arriver tout de suite, mais je crois que le geste est fort. Je dirais quand même le mot... Enfin, la somme doit impressionner, parce qu'une telle somme d'argent dédiée aux armements, bien sûr au ciel humanitaire, montre qu'on est dans l'effort de guerre. Même si on ne va pas faire la guerre à la Russie, on est dans l'effort de guerre. Et les industries d'armement américaines vont marcher à plein, parce que ce n'est pas de l'armement acheté en France ou en Grande-Bretagne qui va être livré, c'est de l'armement fabriqué aux États-Unis en même temps. Et peut-être en Alabama, sans doute. Et puis il y a aussi, Samantha Bender, il y a aussi autre chose. Alors on n'y est pas encore parce qu'on a compris que ce conflit allait durer, mais il y a aussi une histoire de reconstruction de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, il sait aussi, Joe Biden, qu'à un moment il faudra le reconstruire, ce pays, qu'il y aura des marchés à prendre, évidemment. Comme il y a des marchés de gaz à prendre, il en a profité pour le glisser, ça évidemment. Pour les Américains, c'est intéressant. Enfin voilà, il y a aussi des intérêts économiques pour le monde entier, enfin les Occidentaux en tout cas. Disons qu'il y a des intérêts économiques, mais il y a surtout, il a mentionné quelque chose de très important, c'est l'intérêt de l'agriculture et l'alimentaire. C'est que, et là, c'est vraiment un problème au niveau mondial, c'est que l'Ukraine produit, lui, il a mentionné 10% des exportations de blé mondial. Moi, j'ai lu des chiffres beaucoup plus importants que il semblerait que l'Ukraine produit 50% du blé exporté mondialement, que les pays d'Afrique du Nord, les pays du Moyen-Orient sont déjà en train de souffrir du manque d'approvisionnement de blé ukrainien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de blé ukrainien? Parce que, les ports ukrainiens sont tous bloqués, donc il n'y a pas d'exportation possible. Et ça, c'est directement une conséquence de la guerre. Et deux, maintenant, c'est la saison des semis. Les agriculteurs ukrainiens, dans certaines régions, essayent quand même de cultiver leurs terres, malgré le fait qu'il y a des mines partout. Dans d'autres régions, ce n'est pas possible. On a déjà dépassé, si vous voulez, la fenêtre pour les semis, pour récolter du blé cet hiver. Ça va devenir très, très compliqué en termes de sécurité alimentaire pour tout le monde. Et moi, quand j'écoute ce discours et quand il évoque à la fois la pandémie, j'ai des espèces de visions devant moi, mais les cavaliers de l'Apocalypse, vous les connaissez? C'est la peste, la guerre et la faim. Et puis, bon, la dernière, c'est la mort. Mais si vous voulez, là, on est vraiment en train d'entrer dans une époque qui je crois, est vraiment en train d'avoisiner la Seconde Guerre mondiale en termes de choc planétaire. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il explique pourquoi il veut donner cet argent. On va l'écouter, je vous fais réagir, Bélier Nabi. Le coût pour aider l'Ukraine n'est pas minime, mais le coût sera encore plus grand pour nous si nous ne les aidons pas. Nous devons soutenir le peuple ukrainien quand ils défendent leur pays, ou nous devrons être témoins de l'agression continue de la Russie en Ukraine. Chaque jour, les Ukrainiens paient le prix ultime dans ce combat. C'est vraiment ça, Bélier Nabi. C'est effectivement, ça ne sera pas minime. Le coût, si c'est 30 milliards, alors c'est 30 aujourd'hui, ça peut être encore après. On peut voir jusqu'où s'arrêteront-ils, comme dirait l'autre. Mais ce coût serait encore plus important si on ne les aidait pas. Pour le monde entier, en fait, pas uniquement pour les Ukrainiens. Oui, c'est ça. Et puis, avec ce paysage apocalyptique qui vient d'être rappelé, un paysage dans lequel les États-Unis, et c'est assez saisissant à travers ce discours, assument pleinement un rôle de leadership mondial. Pourquoi je le dis? Ça pourrait paraître tout à fait évident. Ça s'inscrit quand même dans une séquence historique où on parle quand même de déclin ou du moins de retrait stratégique des États-Unis sur la scène mondiale. Là, avec la guerre en Ukraine, on retrouve des accents, une intonation qu'on avait oubliée, qui nous renvoie à une époque où précisément qu'on pensait révolue. Donc c'est assez saisissant comme discours. Et en même temps, c'est un discours qui s'inscrit dans la lignée de ceux qu'a tenu Joe Biden depuis le début de la crise. Mais il dit d'ailleurs, on va aider à retrouver un monde libre unifié. Donc exactement. C'est vraiment ça. Et ça nous rappelle je vais reconstruire le monde libre. Et la séquence d'hyperpuissance. C'est un mélange des deux. Et en même temps, il y a cette expression de America is back, finalement, qui avait été incarnée d'une certaine manière par Donald Trump. Mais je trouve que finalement, Joe Biden l'incarne assez bien à travers un discours qui se veut offensif et bien équilibré. Ça a été rappelé. C'est à la fois très présent aux côtés de l'Ukraine comme premier allié stratégique et sans s'engager directement. Donc il y a cette tension, cet équilibre très délicat, mais pleinement assumé. Et en même temps, et c'est intéressant que vous ayez mis en avant l'idée d'irresponsabilité de Poutine dans les propos qu'il tient, mais en même temps, cette volonté de mettre l'accent sur la responsabilité de la Russie
comme agresseur et comme finalement responsable de la situation. Discours équilibré, disait Bélir Nabli, discours intéressant, etc. Discours aussi de campagne, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il s'adresse aussi aux Américains. Et d'ailleurs, il a terminé cette conférence de presse là-dessus. Oui. Sur la pandémie et sur les impôts. Voilà, le début de son mandat était compliqué quand même. Enfin, les Américains ont déchanté assez vite. Très compliqué. C'est vrai que dans cette société très fracturée qui est la société américaine post-Donald Trump, là, les Américains quand même se sont retrouvés et réunis sur cette défense de l'Ukraine. Effectivement, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils suivent leur président sur l'idée qu'il faut absolument soutenir l'Ukraine. Alors évidemment, ils ont d'autant plus envie de soutenir l'Ukraine que c'est face à la Russie qui est quand même le grand ennemi des États-Unis, si on met de côté la Chine, mais qui est plus dans le domaine commercial. Donc effectivement, ça permet aussi de souder la nation américaine derrière son président pour une juste cause, qui est la cause de la défense de la liberté, de la démocratie. Et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été soudée, la nation américaine, sans doute aussi. Ouais. Alors il y a autre chose aussi sur les... Pardon, allez-y. Mais il y a quand même un petit point aussi qu'il faut rappeler, c'est que, rappelez-vous, il y a 6 mois, il y avait quand même un vrai doute sur l'engagement stratégique des États-Unis auprès de leurs alliés. Ils s'étaient barrés d'Afghanistan, ils avaient quitté l'Irak, on les voyait plus en Europe. C'était voilà, donc et c'était la question. D'ailleurs, tous les Européens commençaient enfin à se poser la question de peut-être serait-il temps d'avoir une autonomie stratégique parce que visiblement ils sont pas totalement prêts à nous défendre. Et puis là, pof, tout est oublié. On revient, on défend tout le monde, on prend le leadership. Donc tout ça est bien gentil, mais enfin, il va falloir que ça se voit aussi dans la longueur. Et ils le font, il n'y a pas de discussion. Enfin bon, pour autant, n'oublions pas non plus les grandes tendances lourdes. Et la question restera posée à la sortie de ce conflit, de qu'est-ce qu'on construit comme architecture et pas à chaque fois se remettre simplement en disant pourvu qu'ils reviennent et pourvu qu'ils nous défendent. Et dans la sécurité, on instaure quelle sécurité, quelles normes de sécurité et de structure de sécurité on instaure en Europe après ce cataclysme. Et les relations avec la Chine là-dedans, parce que c'est vrai que la Chine, on n'entend pas beaucoup, évidemment, elle est dans une situation qui n'est pas tout à fait simple. Les Américains, ils ont oui, parce qu'en fait, ils s'achètent aussi ça, Joe Biden. Il faut qu'ils rétablissent une crédibilité sur leur capacité de leadership mondial, parce que les Chinois aussi, ils observent. Et si tout le monde s'était couché, dont les Américains, la question serait posée pour Taïwan plus tard. Donc, honnêtement, ils ont vraiment aujourd'hui intérêt et je pense que c'est ce que Biden a voulu. D'ailleurs, c'est aussi lui qui a imposé la montée en gamme dans le soutien à l'Ukraine après son passage en Pologne, où il a quand même une machine avant. Mais sans aller trop loin, effectivement, on n'est pas du tout non plus sur le même discours qu'a fait la ministre britannique de la Défense, c'était hier, qui était quand même beaucoup plus va-t-en-guerre que lui, sur la question de la frappe. Donc, on voit bien qu'il y cherche aujourd'hui une position forte, qui soit justement une position de leadership, qui essaye de ramener tous ses alliés, qui sont quand même, qui sont pas toujours sur la ligne, entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, les Polonais, etc. Enfin, tout ça n'est pas toujours ça, mais avec une certaine fermeté, tout en restant dans la non-belligérance. Et ça peut aller assez loin. Rappelez-vous quand même que, de ce point de vue-là, les Russes au Vietnam, ils donnaient des instructeurs, des missiles anti-aériens pour abattre des B-52, etc. Et les Américains n'ont jamais considéré qu'ils étaient co-belligérants. Donc il est un peu, c'est aussi cette logique-là qui a été étudiée derrière, en disant on peut quand même assez loin pour embêter les Russes avant qu'on soit totalement pris la main dans le pot de confiture. Pour en revenir à cette histoire de la Chine, la ministre britannique des Affaires étrangères, hier dans son discours, a dédié presque la moitié de son discours à la Chine, en disant que voilà, les personnes qui restent neutres dans ce conflit ou qui, par leur neutralité un peu déguisée, aide la Russie, devront aussi en payer les conséquences. Bon, je sais que le Royaume-Uni n'est peut-être beaucoup moins important aujourd'hui sur la scène mondiale depuis le Brexit, mais c'était quand même un discours qui était frappant dans ce qui a été dit sur la Chine. Et parlant de l'histoire de co-belligérance, je suis d'accord avec toi que pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis n'ont pas considéré que les Russes étaient co-belligérants, mais là, on a affaire avec une Russie sous Poutine qui, dans son désir de respecter les normes de diplomatie internationale, semble avoir même balancé le respect que l'URSS avait pour certaines formes au moins de diplomatie internationale, de dialogue. Même au sommet de la guerre froide, par exemple, les scientifiques dans le nucléaire se parlaient, s'échangeaient des informations pour avoir un peu une vision sur ce que chacun faisait. Aujourd'hui, vous êtes un scientifique nucléaire en Russie, vous parlez à un homologue américain, on va vous accuser de trahison. D'ailleurs, on a entendu l'AIEA tout à l'heure qui disait on est inquiet parce que notamment pour Zaporizhzhia, on ne peut pas se rendre sur place. L'AIEA, c'est quand même une agence neutre. Et on disait on ne peut pas. On ne rentrait quand même pas à l'Institut Kourchakov avant la fin de 91. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds, il y avait un système de dialogue en place, il y avait un système de communication qui n'existe même plus aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'existe pas, parce qu'ils ont quand même fait un échange de prisonniers, donc il y a quand même... Oui, mais je parle sur la question purement de l'armement nucléaire. Je pense que ça existe encore. J'ai toujours ce discours à l'esprit, moi je le trouve vraiment intéressant, et en même temps, le discours de Vladimir Poutine d'hier, qui est vraiment défensif, là on a vraiment un exemple de discours offensif, et on a eu, alors que c'est la Russie qui, stratégiquement et militairement, a l'offensive, et qui pourtant est, sur le plan diplomatique, vraiment sur une posture défensive.
Et ce contraste est assez saisissant et renvoie finalement à une part de la réalité de la situation, à savoir que les Russes sont en difficulté tout simplement et qu'ils n'ont pas de marge du point de vue diplomatique. C'est pourquoi ils sont aussi sur le plan militaire dans l'urgence. Il faut des résultats. Alors on cite souvent cette deadline du 9 mai, mais c'est pas qu'une question de date ou de symbole. Là, faute de marge de manœuvre sur le plan diplomatique, il faut des résultats militaires. Et pour des résultats militaires, Général Chevresis, alors pardon, je sais que c'est pas qu'une question de milliards, etc. Mais enfin, si l'Ukraine se retrouve, alors encore faut-il que ces armes arrivent, qu'elles soient envoyées, qu'elles arrivent, etc. Et on a vu que tactiquement, les Russes bombardaient ce qu'il fallait pour que ça arrive moins facilement. N'empêche que ça donne un avantage stratégique énorme, 30 milliards ou 20 milliards, même ne serait-ce que 20 milliards. Oui, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est un chiffre annoncé. Maintenant, effectivement, il faut que ça arrive. Ouais. Et voilà, je dirais que l'enjeu, c'est qu'effectivement, dans la durée, d'abord, l'armée ukrainienne tienne, et qu'ensuite, l'armement qu'on va lui procurer, qui va être pris dans des stocks quand ils y sont, lui arrive en bonne et due forme, Oui. qu'il puisse être formé dessus et qu'il puisse les utiliser. Donc, on est quand même sur une annonce, pour moi, sur plusieurs semaines, avant que ce soit pleinement efficace. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent Et la question se pose, est-ce que l'armée russe va être capable de vaincre au moins partiellement? Est-ce que l'armée ukrainienne va tenir? Il y a quelques semaines, quand même, on a eu un chef d'état-major des armées chez nous qui a mis quelques doutes sur la valeur de l'armée ukrainienne. Bon, maintenant, on voit bien que l'armée ukrainienne tient, mais quand même, ça fait 2 mois qu'elle se bat. Il y a un moment aussi, il y a une rupture possible. Donc voilà, je dirais que est-ce que cet armement va arriver à temps? Est-ce que l'armée ukrainienne va pouvoir tenir jusqu'à ce que ça arrive? Et est-ce que les Russes vont pas à un moment donné avoir un avantage sur le terrain qui leur permet de dire, bon, on arrête le jeu, on a gagné? Sachant que quand on écoute tout le discours diplomatique, on n'entend ni l'un ni l'autre dire qu'on va arrêter. L'Ukraine veut toute l'Ukraine, la Russie veut un bout de l'Ukraine. Pour l'instant, il n'y a pas les conditions de la négociation et on revient à la question militaire. Je crois que l'enjeu, c'est une victoire militaire pour l'un ou pour l'autre pour commencer des négociations éventuelles. Ce que disait Poutine hier, d'ailleurs, en disant la bataille dans le Donbass ira au bout, ira à son terme, et il n'est pas du tout question de s'arrêter avant. Donc voilà. En tout cas, on a bien vu que cette semaine, ça avait quand même bougé pas mal dans plusieurs sens, et on a vu effectivement un changement de paradigme, notamment du côté des Américains et du côté des Occidentaux. Et puis, il a annoncé aussi quelque chose d'intéressant, Joe Biden, oui, c'est qu'effectivement, les avoirs des oligarques allaient être récupérés, et non seulement récupérés, ça c'était déjà prévu, Vendus. mais qu'ils seraient vendus et que l'argent serait donné aux Ukrainiens de manière à financer leur budget et donc en partie leur guerre. Donc ça, c'est quand même Mais ça, c'est faisable. ironique. Ouais. J'imagine, enfin, c'est ce qui est fait dans la lutte contre la drogue, puisque par exemple en France, quand on saisit les avoirs des grands narcotrafiquants, c'est réinvesti dans la lutte anti-drogue. Donc oui, pourquoi pas, enfin, j'imagine que ça peut se faire. En France, il y a un article du Code monétaire et financier qui est le L562.3 et qui permet effectivement, quand des personnes sont sur la liste des personnes sanctionnées ou des organismes sanctionnés, vous pouvez effectivement saisir leurs avoirs, les geler, et c'est renouvelable tous les 6 mois. Éventuellement, je n'arrête plus. Elle Elle est formidable. Merci beaucoup à tous. Non, mais on a appris plein de choses. Merci beaucoup à tous. Vous avez rendez-vous avec David Pujadas dans une seconde, qui va d'ailleurs continuer sur cette idée-là. Est-ce que c'est fini? Poutine ne fait plus peur aux Occidentaux? Évidemment, c'est pas si simple que cela. Il est avec tous ses invités, bien entendu. Demain, c'est Anne Sefti.